Netanyahou a dit au début de la guerre, nous allons libérer chaque otage et faire sortir tout le monde de Gaza. Si Netanyahou dit cela, Des vies ont été perdues faute d'équipement suffisant. C'est très triste et cela condamne la politique de Biden. contrairement à toi, je refuse de donner du crédit ou de la gratitude à l'administration Biden. Oh, waouh, Biden est venu exprimer sa solidarité avec Israël après le massacre et l'enlèvement de 1200 personnes, puis de 250 à Gaza. Je suis désolée, c'était scandaleux qu'ils aient fait ça. Shalom et bienvenue dans un nouvel épisode d'Israël Indiplomatique. Je suis Marc Regev avec ma co-animatrice Ruthie Bloom. Comme d'habitude, aujourd'hui nous sommes le 28 janvier et l'importance d'aujourd'hui est la dernière. L'otage israélien Ron Gvili est enterré aujourd'hui en Israël, avec sa famille, ses amis et tout Israël présent pour soutenir ce dernier otage qui a été ramené de Gaza. Que ressentez-vous face à tout cela? Ruti. Eh bien, je peux vous dire une chose. Vous savez, tout le pays, vraiment, il n'y avait pratiquement pas un œil sec lors du retour de Ron Gvili. Et je vais vous dire, avant que nous parlions de la conférence de presse du Premier ministre Netanyahou d'hier soir, au cours de laquelle, il s'avère, il a totalement mis en colère les anciens responsables de l'administration Biden. Permettez-moi juste, je pense qu'il est vraiment important que nous montrions à quel point nos soldats de Tsahal sont incroyables et comment ils ont réagi après la localisation, d'ailleurs au péril de leur propre vie. La localisation du corps de Ron Gvili et l'annonce, lorsque la nouvelle est tombée qu'il avait été retrouvé et qu'il allait être rapatrié en Israël, regardons comment ils ont réagi. Vous voyez, c'est comme ça que nos garçons, nos hommes, agissent. Ils ne font pas que se battre, ils chantent, ils remercient Dieu. J'ai encore envie de pleurer, même après l'avoir vu 100 fois. J'aime dire que lorsque qu'il cherchait encore le corps de Ron Gvili, je pensais à ce qu'il traversait. Parce que tu l'as bien dit, ils sont à Gaza et ils pourraient être pris pour cible par le Hamas. Surtout quand il y a tout un groupe de soldats israéliens occupés à autre chose. Le Hamas pouvait voir là une occasion d'attaquer, par une bombe, une roquette ou des tirs. Leur présence seule les exposait au danger. Mais je pensais aussi qu'ils allaient à droite. Ils cherchèrent le corps de cet otage israélien décédé parmi d'autres corps. Et cela a dû être émotionnellement très, très difficile de passer de corps en corps à la recherche de l'otage israélien que nous cherchons tous. Il aurait été enterré par le djihad islamique, jeté dans une fosse commune avec d'autres victimes palestiniennes, et que ces soldats aient pu faire cela, ce travail très difficile et j'en suis sûr déchirant de passer en revue les corps, jusqu'à ce qu'ils trouvent celui de l'otage israélien, afin de pouvoir le sortir de la fosse commune et le ramener en Israël pour l'enterrer. Très émouvant, comme je l'ai dit, c'est difficile de faire ce travail. Je ne suis pas sûr qu'ils soient spécialement formés pour ce genre de tâches. Ce sont des soldats de combat. Oui, mais néanmoins, ils l'ont fait. Ils ont compris l'importance de leur action et leur réaction est visible quand le corps est retrouvé. Cela va aussi nous amener au sujet de la colère parmi les anciens responsables de l'administration Biden qui ont beaucoup de culot. Et pourquoi est-ce pertinent? Parce que, comme tu l'as dit, ce sont des soldats qui ont dû découvrir des tombes, des fosses communes qui auraient très bien pu être piégées. Pendant la guerre, des maisons piégées par le Hamas et le djihad islamique mettaient constamment les soldats en danger, certains étant tués lorsque leurs véhicules étaient visés. Étaient soit pris en embuscade, soit ils roulaient sur des bombes artisanales ou lorsqu'ils entraient dans des maisons à la recherche d'armes, de terroristes et bien sûr d'otages. Il y avait des bombes.
Donc, lors de la conférence de presse du Premier ministre Netanyahou, il a, en plus du fait qu'il a, vous savez, salué l'héroïsme des soldats et de Ron Gvili lui-même, qui était un héros incroyable. Le 7 octobre, il a été tué après avoir lui-même tué plus d'une douzaine de terroristes. Il a été blessé, puis tué après avoir manqué de munitions et son corps traîné dans Gaza. Et précisons qu'il n'était pas en service. Il a entendu la crise et a couru de chez lui, mettant 1 heure pour rejoindre le front. Il a enfilé son uniforme de la police israélienne, unité spéciale, puis il est sorti agir seul. Et donc, l'une des choses que sa mère a dites, c'est qu'il était le premier à entrer et le dernier à sortir. Mais pourquoi cela concerne-t-il Biden? Parce que le premier ministre Netanyahou, lorsqu'il a terminé, il a fini son discours et il était sur le point de finir de répondre aux questions des journalistes. Il a dit: «J'ai quelque chose à ajouter», a-t-il dit. Vous savez, en 2024, nous avons eu. Il y a eu de nombreux soldats israéliens qui ont perdu la vie à cause d'un manque de munitions. Et cela était dû à un embargo, je paraphrase simplement, un embargo de l'administration Biden à cette époque. Maintenant, ce que nous savions à l'époque, à ce moment-là, il a aussi dit. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Mais si vous nous retenez des armes, d'ailleurs des armes et des bulldozers, des neufs et toutes sortes de choses, des munitions, etc., qu'Israël a payé, ce n'était pas un cadeau, Israël a tout payé. Ceci était gardé pour des raisons politiques de Joe Biden. Et en conséquence, des soldats sont tués. Et la raison pour laquelle il a mentionné cela, et d'ailleurs à l'époque, il a dit au secrétaire d'État Anthony Blinken, écoutez, si vous le faites, nous nous battrons avec nos ongles. Nous préférerions ne pas le faire, mais nous le ferons si nécessaire. Donc, quand il a mentionné cela en passant et comment, lorsque l'administration Trump est arrivée, ce problème a été résolu. Tous les membres de l'administration Biden ont traité Biden de menteur, ce qui s'est largement diffusé sur les réseaux sociaux alors qu'ils sont eux-mêmes responsables. Il est crucial de le souligner maintenant. Je voudrais replacer cela dans son contexte. Si vous le permettez, ce n'est pas ça. Je pense qu'il a attaqué directement l'administration Biden, sachant que ses propos auraient des conséquences. Il commençait par parler du prix qu'Israël a payé pour faire sortir tous les otages, et c'était dans ce contexte-là. Et il en a parlé, il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il était trop diplomate pour blâmer spécifiquement l'administration Biden. En quelque sorte, jusqu'à l'arrivée de Trump, il y avait. En fait, il n'a pas repris tes mots, donc tu as bien fait de dire que tu paraphrasais. Tu ne le feras pas, mais lui était plus diplomate. Mais il n'y a aucun doute, et l'administration Biden l'a rendu public. Ils ont effectivement imposé des restrictions sur certains types d'équipements qu'Israël pouvait recevoir, et nous le savions, et nous le savions. Netanyahou l'avait dit publiquement, oui, si nécessaire, nous nous battrons avec nos ongles pour gagner cette guerre. Et donc le problème, c'est que l'administration Biden ne fournissait pas à Israël tout l'équipement que nous pensions nécessaire pour gagner cette guerre rapidement et efficacement. C'est de notoriété publique. Ce que Netanyahou a dit publiquement pour la première fois, c'était la question de savoir est-ce que cela nous a coûté la vie de nos soldats, n'est-ce pas? Cela n'avait jamais été dit publiquement auparavant. Je ne sais pas s'il voulait le dire ou si c'était une gaffe. J'ai travaillé pour le Premier ministre il y a des années. Il pouvait faire une erreur comme tout le monde. Sur 100 mots, un peut être mal placé. Je ne sais pas s'il avait l'intention de le dire, mais souvent je le sais. Et la triste vérité, c'est que lorsqu'un politicien, pas seulement Netanyahou, n'importe quel politicien, fait une gaffe, qu'est-ce qu'une gaffe? C'est dire quelque chose de vrai qu'on ne devrait vraiment pas dire publiquement, et il est tout à fait possible que ce que Netanyahou a dit soit malheureusement vrai. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de fournitures dans les entrepôts israéliens de munitions, d'équipements et ainsi de suite. Mais si c'est arrivé, il parle de début 2024 quand on évoquait l'entrée à Rafah. À ce moment-là, l'administration américaine était très dure avec nous, non? C'était avant la fin de la guerre au Liban et avant la guerre avec l'Iran, n'est-ce pas? Et donc, Israël devait probablement maintenir des stocks, n'est-ce pas, afin que nous puissions faire face aux menaces au nord et aux menaces plus lointaines venant d'Iran. Donc cela ne voulait pas dire que nous étions à court de munitions, cela signifiait simplement une bonne planification de l'utilisation de nos munitions. Cela voulait dire que nous devions peut-être être plus restrictifs avec une partie de notre équipement.
Et ça, si Netanyahou le dit, s'il l'a dit, aurait dû le dire ou n'aurait pas dû le dire, c'est un tout autre sujet. Mais s'il dit qu'il y a eu des pertes humaines parce que nous n'avions pas tout l'équipement nécessaire pour accomplir la mission, c'est vraiment triste. Et c'est une accusation contre la politique de Biden. Écoutez, c'était peut-être une gaffe, comme on l'a dit. Nous savons que c'est vrai, mais je ne pense pas que ce soit une gaffe, car il l'a dit dans un. L'autre contexte dans lequel il l'a dit, c'est que nous devons être plus indépendants, nous devons renforcer notre industrie militaire nationale pour que cela ne se reproduise plus, pour que nous ne soyons plus dépendants comme nous l'étions. Et il a aussi dit cela au président Trump. C'était un message général. C'était aussi, à mon avis, et c'est pourquoi je suis contente qu'il l'ait dit, qu'il l'ait voulu ou non à propos de la perte des vies des soldats, parce qu'il envoyait aussi un signal à. Il y avait beaucoup de journalistes hostiles dans la foule, pas tous hostiles bien sûr, mais nous savons que certains venaient de chaînes de télévision et de journaux hostiles qui accusent Netanyahou non seulement pour le 7 octobre pour le massacre, mais ils le tiennent aussi responsable de la perte de vies à Gaza, eux, des soldats et des otages. Malgré le fait qu'il y avait une guerre en cours et en tenant compte de la perte d'otages vivants qui sont entrés à Gaza, qui ont été tués par le Hamas. Parce que, selon les opposants à Netanyahou, comme ils ont entendu des avions israéliens ou des soldats s'approcher d'un tunnel, eh bien, tant pis. Nous avons perdu plus de soldats que nous avons perdu de soldats. En essayant de retrouver les otages et en tenant compte du fait que chaque otage a été rendu mort et vivant. Et c'est quelque chose de vraiment crucial à souligner parce que Netanyahou a dit au début de la guerre, nous allons récupérer chaque otage et tout le monde hors de Gaza. Et cela inclut 4 Israéliens qui étaient là depuis 2014 et un peu après aussi. 2 Israéliens qui s'étaient aventurés dans Gaza et 2 corps de soldats morts qui avaient été tués pendant la guerre de 2014. Il ne reste plus d'Israéliens à Gaza. Et immédiatement après le retour de Gavili et cette belle scène, et d'ailleurs, comme tu le dis, ces funérailles ont lieu aujourd'hui. La gauche et les anti-Netanyahou, peu importe comment tu veux les appeler, tu pourrais dire le centre ou qui sait. Le camp anti-Netanyahou a commencé à l'attaquer et à dire que Gvili aurait pu être ramené des mois plus tôt et que Netanyahou voulait que les otages meurent. Et toute son histoire, toute sa raison de prolonger la guerre, c'était de rester au pouvoir. C'était scandaleux qu'ils aient fait ça. Et ici, quand il a dit cela, il faisait passer un message sur 2 points. Le premier était que nous devons renforcer notre production militaire nationale afin de ne pas avoir à dépendre autant des États-Unis ou de qui que ce soit d'autre. Et deuxièmement, il y a eu des vies de soldats perdus à cause des politiques de Biden. Et pas seulement. Ce n'était pas seulement parce que Tsahal arrivait et que le Hamas a entendu Tsahal arriver et a exécuté des otages. Je veux dire quelque chose. Je pense qu'il faut le dire dans les semaines qui ont suivi immédiatement le terrible massacre du 23 octobre. Le président Biden est venu ici et a apporté son soutien total, essentiel, dès les premiers jours. Nous devrions le reconnaître et exprimer de la gratitude. Mais il ne fait aucun doute qu'avec l'arrivée de 2024, ou plutôt au début de la nouvelle année, l'administration Biden a été très ferme avec Israël. Je me souviens que des hauts responsables disaient « Nous ne devrions pas faire ceci ou cela » et ils ont imposé des sanctions ou certains systèmes d'armes, etc. Et le Hamas a compris que les Américains essaient de freiner Israël, qu'ils n'allaient pas permettre à Israël de terminer le travail. Selon moi, l'objectif affiché de l'administration Biden était la libération de tous les otages et la fin de la guerre. C'était contre-productif car il donnait de faux espoirs au Hamas. Le Hamas doit simplement tenir bon et supporter car l'administration Biden finira par freiner Israël, l'empêchant d'achever le travail. Ils doivent juste attendre que l'administration Biden décide de retenir ou non Israël. Peu importe si c'est vrai ou non, mais le Hamas pensait que c'était vrai à cause de leurs commentaires. Et nous nous souvenons de leurs commentaires spécifiquement à propos de Rafah.
Vous savez, il ne faut pas aller à Rafah, ce n'est pas la bonne chose à faire. Nous ne soutenons pas cela. Et ils ont publiquement, vous savez, parlé des restrictions sur les armes pour le Hamas. C'était un cadeau selon leur vision du monde. Et je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Quand Trump est arrivé, nous avons obtenu le cessez-le-feu précisément parce que Trump a dit très publiquement que les Israéliens pouvaient y aller et finir le travail. Et tout l'enfer, regardez, comment l'a-t-il dit? Tout, l'enfer va se déchaîner et ainsi de suite. C'est quand le Hamas a compris qu'Israël, soutenu par Washington et bien armé, pouvait finir le travail, n'est-ce pas? Je n'ai aucun doute que cela a contribué à obtenir l'accord de cessez-le-feu que nous avons eu à la fin de l'année dernière ou vers la fin de l'année dernière. Sans doute, mais contrairement à toi, je ne veux pas accorder de crédit ou de gratitude à l'administration Biden. Oh, waouh! Biden est venu exprimer sa solidarité avec Israël après que 1200 personnes ont été massacrées, violées et tuées, puis 250 enlevées et emmenées à Gaza. Je suis désolé. Wow, un allié, le plus grand allié d'Israël d'ailleurs, et Israël est aussi le plus grand allié de l'Amérique. Oh, wow! Ils ont exprimé leur solidarité quand des djihadistes assoiffés de sang ont massacré tout le monde. Donc, je ne leur accorde aucun crédit pour la moindre critique. Et ce n'était pas la seule chose dont le Hamas a tiré, disons, de l'espoir. Il y avait aussi la gauche israélienne qui manifestait dans les rues et criait que tout cela arrivait maintenant. Je n'avais évidemment rien contre les manifestations du 7 octobre. Nous aurions dû manifester devant les ambassades, nous aurions dû manifester à l'ONU, à Bruxelles et partout. Ne pas attaquer Netanyahou en plein milieu de tout cela. Donner à Hamas le message que tout ce que la gauche voulait, c'était mettre fin à la guerre, conclure un accord pour le retour des otages et céder aux exigences des terroristes. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que la raison pour laquelle Sinwar, le cerveau du massacre du 7 octobre, a été libéré, c'est à cause d'un échange de prisonniers pour Gilad Shalit, toutes ces années auparavant. Et oui, c'était la décision de Netanyahou, mais Netanyahou l'a fait parce que tout le pays faisait pression sur lui. Et encore une fois, on lui disait qu'il serait responsable de la mort de quelqu'un. Donc, ils ont vraiment du culot. Je ne remercie pas du tout Biden, je remercie seulement Dieu que Kamala Harris ne soit pas devenue présidente, car elle était ouvertement hostile à Netanyahou dès le début et à Israël, pas seulement à Netanyahou. C'est pourquoi je ne leur accorde ni mérite ni remerciement. Et oui, l'administration Trump a été un allié solide, malgré les divergences. Et j'ai moi-même beaucoup de critiques sur ce qui se passe au Moyen-Orient et sur la façon dont l'administration Trump gère la situation. Sur la question des otages, le Hamas est un mauvais acteur. Ce sont des terroristes et des extrémistes islamistes. Ils tuent des Israéliens sans scrupules et voient mourir des Palestiniens sans remords. C'est leur nature. Ce sont des gens vraiment, vraiment mauvais, mais ils sont intelligents. Et ils ont compris que la question des otages n'est un point sensible dans la société israélienne. Ils ont compris qu'ils ont des otages, qu'ils ont un moyen de pression, et que la société israélienne, de bas en haut, oui, tant au niveau populaire que chez les dirigeants, nous attachons une grande valeur à la vie de notre peuple. Et en prenant des otages, ils savaient qu'ils avaient des atouts stratégiques. Et nous voyons toutes ces vidéos d'otages en ce moment. Qu'est-ce qu'une vidéo d'otage? Quelqu'un braque une arme sur une personne affamée et apeurée et lui dicte ce qu'elle doit dire, n'est-ce pas? Les membres du Hamas forcèrent les otages, sous la menace, à déclarer des messages au sujet du gouvernement israélien. M'a négligé, ils m'ont abandonné, les frappes israéliennes à Gaza me menacent. La seule issue est l'accord souhaité par le Hamas. C'étaient les 3 messages, mais malheureusement, trop de gens en Israël n'ont fait que répéter ces messages. C'est entièrement la faute du gouvernement israélien, entièrement la faute de Netanyahou, que les frappes militaires israéliennes sur Gaza mettent en réalité les otages en danger et qu'elles ne les aident pas. Et bien sûr, finalement, nous devons accepter toutes les exigences du Hamas. Il y a même un membre célèbre de l'un des partis d'opposition les plus traditionnels, le parti de Yeshid Lapid. Miki Levy a déclaré « Nous devrions accepter n'importe quel prix », a-t-il répété 3 fois, pour libérer nos otages. En d'autres termes, le Hamas nous donne une feuille de papier et nous signons simplement en bas de la page. Et je pense, avec le recul, j'espère que beaucoup de gens qui ont un cerveau entre les oreilles y réfléchiront très sérieusement.
Comment ont-ils participé au jeu de propagande du Hamas? Maintenant, ils disaient que la chose la plus importante était de faire sortir tout le monde. Eh bien, Benjamin Netanyahou, par ses politiques, a fait sortir tout le monde. Aurait-il tout fait sortir? Le Hamas, si vraiment il avait signé en bas de la page, aurait-il libéré quelqu'un? Surtout si nous acceptions toutes leurs exigences. Que nous devions nous retirer aux lignes d'avant 67, pardon. Aux lignes d'avant le 7 octobre que nous devions libérer tous leurs otages. Les terroristes Noukba, ceux qui ont franchi la frontière, massacrés, violés, décapités, etc. N'est-ce pas? Toutes les choses auxquelles nous devions consentir, et nous devions signer en bas de la page que nous ne retournerions pas à Gaza. Pensez-vous que nous aurions récupéré tous les otages? J'en doute fortement. Oh, je suis complètement d'accord avec vous. Je veux juste dire, vous dites, vous espérez que quelqu'un, toutes ces personnes, toute personne ayant un peu de bon sens, finirait par s'en rendre compte. Non, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils persistent dans cette voie. Pas une seule personne n'a dit waouh, je dois te dire, personne en Israël et probablement aussi en dehors d'Israël, que l'on ait soutenu Netanyahou ou non, ce n'est pas pertinent. Personne ne croyait, et je m'inclus dedans, personne ne croyait que chaque dernier otage allait sortir de Gaza. Je dois te dire la vérité, j'ai toujours été sceptique quant au retour de certains d'entre eux, ou peut-être de quelques-uns par-ci par-là, et il y a eu quelques opérations de sauvetage. On répétait ce ne sont pas les jours d'Entebbe, on ne peut pas les sauver. Le Hamas n'abandonnera jamais et gardera toujours des otages, même s'ils en libèrent. Personne, soyons honnêtes. Et à chaque fois, Netanyahou disait « Je le jure, je promets que nous ferons sortir chacun d'entre eux ». Parfois, je me disais « J'aimerais qu'il ne fasse pas de promesses qu'il ne tiendra peut-être pas ». Je sais qu'il le voulait. Évidemment, je ne doutais pas de sa sincérité à vouloir le faire et je ne remettais pas en question ses déclarations sur le fait que nous avons besoin de pression militaire. Je ne doutais pas de lui, mais je ne pensais pas que nous réussirions, et c'est arrivé. Il en reçoit tout le mérite. Je suis désolée parce que qui aurait pu penser que c'était possible? C'est un miracle, vraiment. Et pas une seule personne de l'opposition, pas un seul, pas un journaliste, pas un politicien, pas un des manifestants dans les rues. Pas un seul n'a dit. Eh bien, au moins, il a tenu cette promesse. Tout ce qu'ils disent, c'est « Oh ». Et alors, ce n'est pas grand-chose. Il aurait pu sauver ces gens il y a des mois. Ils inventent des mensonges sur lui et ça me rend folle. Je veux dire, nous le savons, nous savons qui sont ces gens et nous savons que nous entrons dans une année électorale. Donc, bien sûr, ils veulent le battre. Mais laissez-moi juste dire une chose. Si ces gens pensent que ça va les aider électoralement de continuer à accuser le Premier ministre et son gouvernement d'avoir voulu des otages morts, s'ils pensent que ça va leur rapporter des voix dans les urnes, ils se trompent complètement. Donc, en ce qui me concerne, continuez. Continuez. Tout ce que vous allez faire, c'est augmenter les mandats de la droite, de l'aile droite. Alors je vais dire ceci. Comme vous, j'étais très sceptique quant à savoir si nous allions, vous savez, libérer tous les otages. Je me souviens qu'au début, il y avait plus de 250 otages détenus à Gaza. Et je me suis dit, peut-être qu'on pourra en faire sortir un grand nombre, mais tous les faire sortir. Israël subit encore un traumatisme national lié à un navigateur israélien abattu au Liban dans les années 1980, Ron Arad. À ce jour, on ignore ce qui lui est arrivé et où est son corps. Sa famille reste sans réponse. Je me suis dit qu'avec plus de 250 otages, il y aura sûrement plusieurs Ron Arad dont on ignorera toujours le sort. Je trouvais l'évaluation réaliste et respectais le Premier ministre pour sa détermination, mais je pensais aussi que l'objectif était peut-être trop ambitieux. Mais lui, et vous savez, grâce à sa gestion habile de la guerre, à sa relation avec le président Trump, cela a évidemment beaucoup aidé. Et le soutien américain dans cette affaire, le courage des soldats israéliens et le soutien du public ont rendu cela possible. Bravo à vous, c'est une victoire. Concernant l'impact politique, comme vous l'avez dit, nous entrons dans une année électorale. Je ne serais pas surpris de voir certaines de ces déclarations, notamment accepter toutes les exigences du Hamas. Oui, cela pourrait faire partie de la campagne du Likoud, il pourrait vouloir diffuser ces vidéos, parce que d'une certaine manière, n'est-ce pas? Si l'opposition politique fait écho à ce que le Hamas dit aux otages sous la menace d'une arme, à savoir ce qu'ils doivent dire devant une caméra, je veux dire, il faudrait se poser des questions.
Absolument. Et je dirais que Netanyahou l'a répété encore et encore. Il l'a aussi dit lors de l'ouverture de sa conférence de presse hier que 3 objectifs de guerre étaient fixés, dont ramener tous les otages. Cela devrait renforcer notre confiance en sa capacité à accomplir le reste. J'ai déjà dit que certaines politiques de l'administration Trump me rendent, ainsi que d'autres de mon camp, nerveuse. Et c'est, par exemple, sa politique envers la Syrie et ce qui s'y passe, et s'il va vraiment tenir sa propre promesse d'attaquer l'Iran, d'attaquer la République islamique. D'ailleurs, il est vraiment important de ne pas dire l'Iran parce que le peuple iranien, il faut bien insister sur le fait qu'il n'est pas la République islamique. C'est pour cela que je veux faire cette distinction. Vous savez, le président Trump, il y a plus de 2 semaines, je crois que ça fait maintenant 3 semaines, il a adressé un message aux manifestants. Continuez en Iran, continuez. L'aide arrive. L'espoir arrive. Nous avons aussi lu dans le New York Times qu'Israël a dit « Attendez, nous ne sommes pas encore prêts à soutenir une attaque. S'il y a une riposte, et Netanyahou a bien dit « Si l'Iran nous attaque, nous allons riposter avec une force qu'ils n'ont jamais vue auparavant. » Même si toi et moi, tu sais que j'ai toujours dit « Arrêtons de dire qu'on va riposter et anticipons plutôt. » Parce que je ne veux pas qu'on soit des cibles faciles ici. On ne veut pas être des cibles faciles. Mais voici une bonne nouvelle. Chaque soir, on se demande, est-ce que ça va arriver? Que se passe-t-il? L'Amérique va-t-elle attaquer? Israël participera-t-il? Ou autre chose? Mais voici quelque chose que le président Trump a dit hier. Regardons ce qu'il a dit à propos de l'Iran et des préparatifs pour une éventuelle attaque contre l'Iran. Les gens attendaient depuis 22 ans pour faire cela, et nous étions tout près du but. Ils étaient à environ 1 mois d'obtenir une arme nucléaire. Nous devions le faire. Et d'ailleurs, il y a une autre magnifique armada qui flotte magnifiquement en direction de l'Iran en ce moment, donc nous verrons bien. J'espère qu'ils vont conclure un accord. Toi et moi, Ruti, sommes parfois en désaccord, comme le savent nos fidèles téléspectateurs et auditeurs. Il dit quelque chose d'intéressant, ce Ahmada, ou le beau Ahmadi, en route. Il menace, puis se répète. J'espère qu'il conclut un accord. J'espère qu'il conclut un accord maintenant, le genre d'accord qui est sur la table, je comprends, dit-il. Démantèlement total de leur programme nucléaire, pas d'enrichissement, pas de missiles. En d'autres termes, tout leur programme de missiles balistiques doit disparaître. Ils doivent tout abandonner. Ils ne peuvent plus financer ni soutenir le Hamas, le Hezbollah, le djihad islamique et les Houthis. S'ils acceptent tout cela, y compris les milices en Irak, c'est important pour l'Amérique où il y a de nombreux soldats américains, non? S'ils acceptent tout cela, nous sommes prêts à conclure un accord dès maintenant. Cela paraît intelligent. Soit on utilise cette armada contre vous, soit vous acceptez ces conditions. Je suis sceptique, mais je peux me tromper. J'ai dit être sceptique sur Netanyahou et les otages, mais j'avais tort. Il les a tous libérés. Oui, mais je suis sceptique quant à la capacité des Iraniens à accepter toutes ces exigences. Il me semble que, enfin c'est vrai, ils peuvent rester au pouvoir et garder leur régime, ce genre de choses. Mais je reste sceptique. S'ils peuvent accepter ces exigences des États-Unis, cela me semblerait être une étape trop difficile à franchir pour le régime iranien. Peut-être accepteront-ils et un accord sera trouvé. Oh, allez, peu importe leur réponse, ils refuseront. De toute façon, ils ne peuvent rien faire. Le rial s'est effondré, tout le pays est dans la panade, d'accord? Ce régime est la seule chose qui subsiste, massacrant son propre peuple. Aucun bon accord n'est possible avec la République islamique. Et peu importe ce à quoi ils consentent, parce qu'ils ne respectent jamais leurs accords, même s'ils acceptaient. Il n'y en a pas. Voilà. Je dois dire que j'aime bien quand le président Trump est amusant, vous savez. Une belle armada en route vers l'Iran. Super. Il espère un accord, pas moi. Voici mon message au président Trump. Aucun accord avec ce régime n'est un bon accord. Demandez aux personnes massacrées chaque jour. Cela n'existe pas. J'espère encore. Vous dites être sceptique. Je ne le suis pas. Je sais qu'on ne peut pas conclure d'accord avec les djihadistes. Ce n'est pas possible. Et nous verrons ce qui se passera à Gaza, etc. Mais la question concerne l'Iran.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'il ferait mieux de se préparer à utiliser cette magnifique armada. Donc, vous exprimez votre préférence et moi, je vous donne une analyse de la situation. Tout le monde sait, cela a été largement rapporté, qu'il existe ce canal secret de communication entre Steve Witkoff et le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Et ils échangent des conversations, ils partagent des messages WhatsApp et ils discutent. Et je pense que si les Iraniens prennent ces menaces des États-Unis au sérieux, ce qu'ils devraient faire, et je crois qu'ils le font, ils vont répondre. Vous avez 3 exigences principales, le nucléaire, les missiles et les groupes par procuration. Nous vous en donnerons 1 ou 2 sur 3. Et qu'est-ce que Trump fait alors? Et ma question pour vous est la suivante. Vous avez exprimé votre préférence est l'Amérique intervient, le régime tombe car le peuple se soulève, non à cause des chars américains, mais parce que les gens comprennent que le régime est visé. Le QG des gardiens de la Révolution est détruit, les renseignements éliminés, le siège pris. Le guide suprême et le Parlement pourraient être éliminés, puis le peuple prend le pouvoir. D'accord, c'est ta préférence et c'est probablement la mienne aussi. La question est, quelle est ton analyse? Parce que si les Iraniens, en entendant les propos de Trump et en voyant la belle armada se rapprocher d'eux, se disent « D'accord, on va vous donner 2 ou 1,5 sur 3 », et qu'est-ce que Trump fera alors? D'accord. Tu veux mon analyse, pas seulement mes espoirs? Voici donc. Tout dépendra de la partie de son administration qu'il écoutera réellement. Et ne parlons pas de Steve Witkoff et Jared Kushner. D'accord, tu sais, beaucoup d'Israéliens opposés à Netanyahou aiment Steve Witkoff car ils disent qu'il a sauvé tous les otages. Peu importe, c'est pour un autre podcast, mais nous avons aussi d'autres personnes dans l'administration, comme Marco Rubio et actuellement J.D. Vance. Il s'est prononcé pour attaquer l'Iran, ce qui est intéressant. Mais mon analyse, en me basant sur ce que Trump a fait jusqu'à présent, c'est qu'il n'écoutera pas Steve Witkoff. Si Witkoff conclut ces accords, et je trouve scandaleux que Witkoff leur parle. Nous savons qu'il parle au Qatar, qu'il aime ses amis qataris, lui et Jared Kushner, et qu'ils ont des intérêts financiers là-bas. Mais cela ne veut pas dire que, pour autant, l'administration doit se coucher et faire la morte devant un régime qui est lui-même en train de s'effondrer, il implose. Mais comme dernier baroud d'honneur, il est en train de tuer des dizaines de milliers de personnes innocentes. Donc, si nous n'agissons pas. Et d'ailleurs, c'était hier, la journée de la mémoire de l'Holocauste, la journée du souvenir. Et je pense que je n'aime pas comparer l'Holocauste à un autre génocide dans le monde, parce que c'est un événement unique et que cela visait les Juifs. Mais nous devons nous souvenir, pas comme ceux qui mentent en qualifiant de génocide ce qu'Israël a fait à Gaza. Mais ce que nous devons faire, c'est dire que nous assistons en temps réel à des meurtres de masse en Iran. Et c'est notre devoir en tant qu'Occidentaux, en tant qu'Israéliens, en tant qu'Américains, de faire quelque chose pour les aider, les sauver de cela et les aider à renverser leur régime. Oui, Je dirais ceci. Vous avez un président très fort dont la présence domine son administration et il a parlé au secrétaire à la guerre et au secrétaire à la guerre et au Pentagone et dans ce cas précis, la marine, mais pas seulement la marine, l'armée de l'air aussi, lui, ont préparé des options. Nous ignorons quelles sont ces options, mais il doit choisir. Il a des moyens militaires dans la région et peut les utiliser simultanément. Son équipe de négociateurs secrets, dans ce cas ton ami, oui, Witkoff, il travaille sur des solutions diplomatiques. Il travaille sur des solutions diplomatiques. Et au final, ils vont tous les deux venir voir le président et lui dire « Vous avez cette option ou vous avez cette option ». Je ne sais pas comment Trump décidera, surtout si Witkoff propose quelque chose de très intéressant. Si Witkoff n'apporte rien, le Pentagone a ses options, non? Je ne sais pas quelle direction Trump prendra, il faut attendre. Au Venezuela, il y a eu une frappe ciblée et limitée, puis il a renoncé au changement de régime. C'est différent, c'est le même régime avec une direction différente. Vous avez évoqué la journée du souvenir de l'Holocauste hier. Et nous, bien sûr, en Israël, avons Yom HaShoah, qui est selon le calendrier hébraïque, juste après Pessah, après la Pâque juive.
La journée internationale du souvenir de l'Holocauste a été fixée au jour de la libération d'Auschwitz à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et moi, bien sûr, je pense à mon père et je pense au monde dans lequel il est né. Il est né en Allemagne en 1931. Et puis le peuple juif faisait face à un grave danger. Peut-être qu'ils ne s'en sont pas rendus compte avant qu'il ne soit trop tard, mais nous faisions face à un grave danger. Et le peuple juif à l'époque était sans abri, apatride et sans défense. Et ce que nous devrions dire à nos enfants, c'est qu'aujourd'hui, le peuple juif n'est plus sans abri, apatride et sans défense. Nous pouvons nous tromper, faire des erreurs. Le 7 octobre, une grave erreur israélienne que nous avons payée cher. Le fait d'avoir un État et la capacité de nous défendre, c'est une véritable révolution dans l'État du peuple juif. C'est un vrai changement, un changement significatif. Un peuple qui a été discriminé, traité comme de la poussière et pire que des animaux. Oui, on n'extermine pas les animaux sans raison. Oui, le fait que nous puissions maintenant nous tenir debout, la tête haute, et nous protéger de ceux qui nous détestent, c'est quelque chose que nous ne devrions jamais oublier. Parmi les révolutions du XXe siècle, la révolution sioniste fut la plus réussie à bien des égards, et nous pouvons tous lui être reconnaissants. Oh, absolument. J'aimerais juste dire que, malheureusement ou heureusement, ton défunt père n'a pas vécu assez longtemps pour voir l'explosion de l'antisémitisme partout en Occident. Maintenant, pas seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Occident et en Australie, où il s'est rendu après l'Holocauste. Tu dis vrai, nous avons un État, du pouvoir, nous ne sommes plus sans défense ni apatrides. Et pourtant, regarde ce qui se passe dans le monde, et c'est quelque chose sur lequel nous devons rester vigilants. Ce n'est pas seulement que le 7 octobre en Israël a été une énorme erreur de sécurité. Qu'en est-il du reste du monde et que se passe-t-il encore pour les Juifs? Je suis d'accord. L'antisémitisme réapparaît partout, mais aujourd'hui, les Juifs ont un foyer à protéger, ce qui n'existait pas avant. L'antisémitisme a toujours existé, fluctuant selon les époques, parfois en sommeil, parfois éclatant violemment, mais il a toujours persisté. L'État juif indépendant n'existait pas, c'est le vrai changement. D'accord, Marc? Eh bien, disons que d'ici la semaine prochaine, j'espère qu'il y aura des nouvelles d'une attaque contre l'Iran. Et sinon, ce que nous allons devoir faire, c'est... nous revenons au point de départ. Qui sait ce que réserve le prochain cycle d'actualité? J'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine, Ruthie. Hâte de vous voir, Marc.